Bonjour à toutes et à tous qui nous suivent de partout dans le monde. Nous sommes présentement en direct de Al-Wihda. Et là, au moment où nous parlons, il y a le sommet qui est en train d'être déroulé, le sommet de G5 Sahel. Et aujourd'hui, à cette occasion, nous allons parler en quelque sorte des défis et les enjeux du G5 Sahel. Et nous avons le plaisir de recevoir des sommités, des chercheurs qui excellent dans le domaine surtout de la sécurité et du développement de manière générale dans le Sahel. Et là, on a le docteur Ahmad Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, et qui est à ma gauche. Et on a Abbami Abdou Oumar, qui est politologue, chercheur associé aussi du CDPE, qui est en face de moi. Et à côté, à ma droite, on a Mohamed Kabir, qui est économiste, politologue associé du CDPE aussi. Et nous allons parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment où le sommet est en train d'être déroulé par des sommités aussi, par des autorités de la sous-région. Nous allons aussi faire une analyse et puis parler de manière générale des enjeux et des défis et des enjeux du G5 Sahel. Et pourquoi ne pas aussi être dans une vision prospective de parler donc des perspectives donc, de ce G5 Sahel. Et là, le plus rapidement possible, nous allons donner la parole au docteur Ahmad Yacoub Dabio qui va nous faire une brève présentation donc, du G5 Sahel avant d'entrer dans le vif du sujet du débat. Aujourd'hui, le G5 Sahel est en train de faire une sorte d'état des lieux de son parcours, de ses résultats sur le terrain, sachant que malgré les opérations militaires qui se déroulent de temps à autre, le groupe djihadiste développe et accentue la pression sur les États du G5 Sahel. Il s'est avéré que en une semaine, il y a entre 7 et 8 attaques sur le terrain et surtout du côté nord de Burkina Faso. Alors pour parler donc de tous les aspects économiques, nous allons donner la parole à M. Mohamed Kabir qui va nous parler donc du poids économique en quelque sorte du G5 Sahel. Bonjour à tout le monde. Pour répondre rapidement à votre question, vous savez les pays G5 Sahel qui sont au nombre de 5, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie, tous ces pays qui ont une économie très faible, si vous prenez en termes de leur PIB, tous les 5 pays ont environ autour de 65 milliards d'euros en termes de PIB et 83 millions d'habitants pour ces pays. Donc quand on compare le PIB de tous ces pays par rapport à un partenaire stratégique comme la France, ça représente que 2% du PIB de la France. Et aussi en termes aussi de budget, quand vous prenez le budget de tous ces pays, vous avez autour de 15 milliards de dollars, donc soit 8 635 milliards de francs CFA. Donc comparé par rapport au budget de la France, plus de 300 quelques milliards de dollars, donc c'est très faible. Donc tout cela indique que le niveau de sous-développement de G5 Sahel est très marqué, et au-delà de ça aussi la question de la pauvreté, la question aussi insuffisance en termes de ressources, insuffisance aussi en termes d'accès aux services de base. Donc l'économie du G5 comparée par rapport aux certains groupes régionaux, c'est très faible. Donc nous venons de dire, c'est quand vous prenez le PIB de chacun de ces pays, par exemple vous avez le Tchad qui a un PIB de 11 milliards de dollars, le Niger 13 milliards, le Mali 17 milliards, Burkina Faso 16 milliards, Mauritanie 7,4 milliards de dollars. Donc l'ensemble ça fait 65 milliards de dollars. Voilà un peu la présentation en termes de PIB des pays du G5 Sahel. Merci Mohamed Kabir. On voit très bien que le poids économique exactement pour la mise en œuvre donc, de ce programme est assez colossal. On le voit très bien. Vous avez parlé donc du PIB de ces pays.
qui sont confrontés à un problème de développement, surtout socio-économique. Et de ce fait, est-ce que cela pourrait avoir donc des impacts surtout sur le déroulement, sur la mise en œuvre sur le terrain de manière pragmatique pour atteindre les objectifs sécuritaires, mais aussi du point de vue du développement. Pour ça, nous allons donner la parole à Abami Abdou Oumar, qui va nous parler en quelque sorte de tout cela, de l'impact en quelque sorte de ce poids économique. Est-ce que ce poids économique aujourd'hui parviendrait à pouvoir en quelque sorte réaliser les objectifs, étant donné que nous allons parler des enjeux, des défis et de manière générale être dans une vision donc prospective donc du G5 de ce programme sécuritaire et qui a aussi donc un volet du développement. Au-delà de tout, on a l'habitude de dire que le problème aujourd'hui donc du G5 Sahel donc transcende même l'aspect militaire, mais il y a une dimension sociale aussi qui est occultée en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça en tant que politologue? Merci, monsieur Malik. Merci mes co-panélistes, les invités que nous sommes. Merci le cher téléspectateurs qui nous suivent depuis leur bureau, salon. D'autre part, concernant le problème des G5 Sahel, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord l'aspect socio-sécuritaire. L'aspect socio-sécuritaire du G5 Sahel a fait que la zone sahélienne est devenue incontrôlable par les pays concernés ainsi que leurs partenaires stratégiques, notamment la force Barkhane. C'est pourquoi on n'arrive pas, depuis l'opérationnalisation des forces Barkhane, à sécuriser ces zones. Cela est dû à la pauvreté des populations de ces 5 pays qui font le G5 Sahel. Et du coup, la sécurisation est compliquée et complexe parce que la zone est immense. On n'arrive pas à couvrir tous les pays et toutes les zones de G5 Sahel. Et comme Kabir et Dr Ahmad l'ont essayé de dire, mais le problème est plus sérieux et plus grave que ça. Lorsque vous avez des espaces regorgeant des ressources naturelles en abondance et que votre population est faible, vous ne pourrez en aucun cas faire face à toute menace, surtout la menace terroriste. Parce que la menace terroriste, c'est une menace qu'on ne peut pas combattre avec les forces militaires. C'est aussi une menace qui nécessite d'être combattue par le développement. C'est pourquoi Dr Ahmad, qui m'a précédé, a parlé d'abord du développement avec un montant faramineux de 15 milliards et sur le terrain, on ne voit même pas les 1 centime de ces sommes investies dans le projet de développement. C'est qu'il y a un problème. Alors pour vous maintenant, donc si je vous comprends bien, c'est le défi majeur aujourd'hui. Oui, c'est le défi majeur. C'est le défi du mal-être de la population. Il faut d'abord... Le défi ici, Malik, il faut le dire, c'est un défi socio-sécuritaire. Il y a la menace et il y a la pauvreté. C'est un défi. Et les facteurs ou les enjeux ici, il faut le dire, les ressources non exploitées, que les forces étrangères sont venues aussi pour ça, tout en se cachant derrière la menace terroriste. C'est un secret de polichinelle. Au Mali, ces derniers temps, les jeunes ont commencé à demander le départ de la France. Le regain des sentiments anti-français, c'est tout à fait normal. Là, les jeunes de la zone G5 Sahel ont compris l'agenda caché des forces étrangères dans cet espace. C'est la raison pour laquelle ces jeunes ont commencé
à demander le départ de ceux-là ou de celles-là à travers les manifestations. Malheureusement, ces jeunes n'arrivent pas facilement à demander le départ ou à faire partir. Mais ils ne vont pas baisser les bras. Parce que les officiers militaires ou les autorités politico-militaires qui, pour leur intérêt propre, veulent que ces étrangers restent. Et comme ça, ils profitent à garder le pouvoir autant que possible. Et cela va au détriment du peuple ou des peuples de ces pays de G5 Sahel. Oui, mais soyons logiques, docteur. Est-ce Oui. que ce n'est pas grâce à l'intervention des forces françaises que Bamako n'est pas tombé entre les mains des djihadistes? Parce que les sentiments anti-présence, ce n'est pas des Français, hein, des forces étrangères, c'est toutes les forces étrangères qui sont contestées par la population, ne peut pas cacher la réalité. La réalité est que grâce à l'intervention des forces françaises, parce que là on parle des forces étrangères, pas seulement des forces françaises. Quand on dit forces étrangères, on ne veut pas directement indexer la France, mais aussi, elle fait partie. Oui, oui, il y a aussi les forces tchadiennes qui sont des forces étrangères quand même. Donc la population ne veut pas de la présence des forces étrangères. Mais est-ce que ce n'est pas grâce à la présence de ces forces étrangères, notamment la France et le Tchad, que Bamako n'est pas tombé entre les mains des djihadistes? Ce n'est pas ça qui est important. Maintenant, quel est le résultat de cette présence des forces étrangères? Est-ce qu'on a réussi à dégager les djihadistes de l'espace de G5 Sahel? J'ai dit non. Et c'est pourquoi il faut que le groupe de G5 Sahel, avec leurs partenaires, revoient un peu leur stratégie. Parce que, comme vous le dites, le problème n'est pas que sécuritaire. Et le président Macron, malheureusement, il ne l'a pas dit avant, mais il vient de le dire il y a 2 semaines, qu'il a constaté que le problème n'est pas que sécuritaire. Mais on va en parler peut-être de la position de la France après, mais revenons au groupe qui est constitué de nos États. Quand je vois le frère Mohamed Kabir parle du budget total de 15 milliards de dollars, il y a le coût estimé par un institut respectable à Stockholm, le coût des dépenses militaires du groupe de G5 Sahel est d'environ 1,408 milliard de dollars. Donc c'est rien par rapport au budget des États, l'ensemble. Je ne savais pas. Docteur, je découvre ce budget. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique. Je vous l'ai dit clairement. Pour moi, ce qui compte, c'est les faits réels. Nous, on observe les faits sociaux, on les analyse. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit maintenant, essayons de voir les résultats. Ou les montants avancés, c'est toujours des montants qui restent dans les tiroirs des autorités ou de nos autorités. Ce que nous voulons, c'est les résultats. Et pour ça, il n'y a pas un résultat concret qu'on a sur le terrain. En fait, je crois bien que vous dites presque la même chose. C'est-à-dire que les résultats sont là, mais vous... Non, les résultats sont biaisés. Vous appréciez toujours sur les résultats du point de vue sociaux. Et lui, du point de vue militaire, c'est vrai qu'à un moment donné... le fait que Bamako n'est pas tombé, c'est grâce à la présence, à la force donc française et autres. Et de l'autre côté, du point de vue de l'aspect... Ici, on ne veut pas ici, on ne parle pas des résultats. Les résultats attendus de la part des populations maliennes, c'est quoi? De populations de G5 Sahel. De G5 Sahel en ça, c'est du point de vue du développement. Ou non, en dehors même du développement. Le premier résultat que les populations de G5 Sahel attendaient de la part des forces Barkhane, c'est quoi? C'est de mettre hors état de nuire tous les groupes djihadistes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les groupes djihadistes ne font que... C'est pas le rôle de Barkhane. Excusez-moi, je ne suis pas le porte-parole de Barkhane. Non, c'est notre rôle. C'est le rôle des États africains. Barkhane a fait ça
Barkhane, c'est une contribution, c'est une complémentarité. On n'en disconvient pas. On donne la parole à M. Kabir, en tant qu'économiste, en tant que spécialiste aussi. Vous avez parlé du développement et autres, et de l'impact, en quelque sorte, donc, du G5, du point de vue développement et autres. Je vous comprends bien. Et c'est que le docteur veut faire comprendre... Non, pour docteur, parce que lui, il prend le fait que le président ou la présidence française dit que non, si... Bamako n'est pas tombé, c'est grâce à notre intervention. Mais c'est non, ça c'est une réalité que nous avons vécue. Ce n'est pas la présidence française. Non. Donc on donne la parole à monsieur Kabir qui va donner son point de vue. S'il vous plaît, imaginons que le Tchad n'est pas intervenu dans l'espace de lac Tchad. Quelle sera la situation aussi de cette région? Quand le Tchad est intervenu, il y avait Boko Haram qui occupait plusieurs localités. Gambarou, Banki et Maïdougri a été encerclé. Aujourd'hui, on ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier l'importance de l'implication militaire tchadienne dans la zone du lac Tchad. C'est une réalité. Mais revenons aux chiffres. Parce que le Niger disait qu'il dépensait 19% de son budget dans l'espace du G5 Sahel. Le Tchad disait qu'il dépense 14%. Mais est-ce que c'est vrai? Je suis d'accord avec toi. Ce sont peut-être des chiffres fictifs. Parce qu'on ne voit pas des résultats réels sur le terrain. Sur le terrain, oui. Sur le terrain, surtout. Et on donne la parole à M. Kabir vous avez entendu cette discussion, ce débat vraiment très intéressant et qui à la fois a fait éclore donc cette dimension sécuritaire, mais cette dimension aussi du développement en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois que on ne peut pas le rôle de l'intervention française du Tchad et d'autres pays dans la lutte contre l'insécurité. Moi, je parle plutôt de l'insécurité et la déstabilisation de ces États. C'est indéniable. Aujourd'hui, tout le monde sait que sans l'intervention de l'armée française au Mali, dans la zone G5 Sahel, sans l'intervention aussi du Tchad, qui a aussi payé de lourds tributs en termes humains, le Tchad a perdu plus de 100 soldats. Et vous avez aussi, la France aussi a perdu beaucoup de soldats. Et d'autres pays comme le Niger, l'année passée. Donc, tous ces pays ont subi les conséquences vraiment de l'insécurité engendrée par les groupes armés, groupes terroristes dans la zone. D'abord, le rôle de la mission des G5 Sahel, c'est d'abord lutter contre le terrorisme, protéger les populations civiles et assurer la stabilité des États. Ça, c'est vraiment la mission principale des G5 Sahel. Aujourd'hui, on ne peut pas nier, ou on ne peut pas aussi réduire le rôle de la France dans son intervention, parce que cela comporte aussi un coût financier aussi énorme, parce que les opérations militaires comportent des coûts énormes. Tout à l'heure, je viens de citer que l'ensemble des pays des zones Sahel, quand vous additionnez leur budget, vous avez autour de 15 milliards de dollars. Et pour un PIB de l'ordre de 65 milliards de dollars, soit 2% du PIB de la France, qui sont autour de un peu plus de 3 000 milliards de dollars. Donc, tous ces pays ne peuvent pas aujourd'hui eux-mêmes financer les opérations militaires. Le Tchad cela aussi a impacté son budget, aussi aggravé par la crise économique. Donc, le Tchad demande, comme les autres pays, vraiment des ressources financières suffisantes. À un moment, on a parlé, il faut mobiliser autour d'un peu plus de 400 millions de dollars pour financer les opérations de Barkhane. Mais jusque maintenant, les 400 millions d'euros ne sont pas complètement mobilisés. Donc, on ne peut pas un peu réduire ou bien, je sais pas, minimiser vraiment le rôle de l'armée tchadienne, le rôle aussi de l'armée française dans ça. Si ces pays n'ont pas intervenu, je crois que la situation sera encore plus dramatique. L'instabilité va encore toucher beaucoup de zones. Et au-delà de ça, j'ai aussi une autre réflexion. C'est pas par l'aspect militaire qu'on peut vraiment résoudre le problème. Les problèmes sont multiformes. Les problèmes ont aussi d'autres facteurs, d'autres causes. Parce que l'insécurité dans la zone Sahel, avec le problème du terrorisme, il y a aussi des causes lointaines. La guerre en Syrie, la guerre en Irak,
qui ont eu des conséquences dans le développement du terrorisme en Afrique, dans la zone Sahel, et la chute aussi du régime de Gaddafi, qui a aussi développé le terrorisme dans la zone Sahel. Après la chute de Gaddafi, en 2011, plus de 20 millions d'armes ont circulé en Libye, et ces armes ont aussi circulé dans l'espace des zones Sahel. C'est des vastes superficies. Donc les États aujourd'hui sont incapables de maîtriser la sécurité, maintenir la paix sans vraiment une force ou bien sans une mutualisation de forces entre ces pays, et surtout aussi le rôle qui est non négligeable de la France dans ce domaine. Maintenant, il faut développer d'autres solutions en marche, vraiment des solutions sécuritaires, c'est-à-dire le renseignement, lutter contre la pauvreté, la misère, l'école, l'absence aussi des ressources importantes pour les populations. Je parle de l'accès à l'eau, à l'électricité, au logement. Donc tous ces facteurs constituent le terreau du terrorisme. Combattre le terrorisme par des moyens militaires demeure encore insuffisant, mais il faut renforcer les autres domaines, les coopérations économiques, parce que je crois que lors de ces sommets, la question du développement des coopérations économiques aussi sera évoquée, et il faut développer ces régions. Vous avez par exemple le Tchad, plus de 45% de la population tchadienne vit en dessous de la pauvreté, la misère, et ces phénomènes touchent aussi les autres pays de zone Sahel. Tout à l'heure, on a parlé que tous leurs PIB additionnés ne dépassent pas 65 milliards d'euros. C'est très minime. Donc, la question de la pauvreté doit demeurer une question centrale. La lutte contre la pauvreté doit demeurer une question centrale dans la lutte contre le terrorisme. Donc, il faut encourager les investissements dans ces pays. Par exemple, au Niger, vous avez les taux de croissance démographique parmi les plus élevés au monde, comme celui aussi du Tchad. Donc, il faut mener des politiques publiques en faveur de lutte contre la pauvreté, le sous-développement, la question aussi à exploiter aussi les ressources, parce que tous ces pays disposent de ressources naturelles importantes. Le pétrole, les gaz, comme le Niger, c'est un pays qui dispose aussi de l'uranium, du pétrole, du Tchad aussi. Donc il faut exploiter les ressources naturelles afin de développer vraiment ces pays, afin de permettre que ces populations sortent du sous-développement, sortent de la pauvreté, parce que sans lutter contre la pauvreté, tous les phénomènes de terrorisme ont un lien avec la question aussi de pauvreté. Et pour conclure, il y a un autre point aussi important à encourager, à améliorer, c'est la question de la bonne gouvernance. Sans la bonne gouvernance, on ne peut pas améliorer les questions des droits de l'homme. Sans la bonne gouvernance, on ne peut pas améliorer la question de l'alternance. Voilà, pour conclure mon propos, il faut beaucoup insister sur la question de la bonne gouvernance. Sans la bonne gouvernance, on ne peut pas améliorer les questions des droits de l'homme. Sans la bonne gouvernance, on ne peut pas assurer l'alternance. Sans la bonne gouvernance, on ne peut pas aussi assurer la sécurité des populations et la bonne gestion économique et tout ça. Donc la question de bonne gouvernance est une question aussi centrale et importante en marche de lutte contre le terrorisme à travers l'aspect sécuritaire. Pour peut-être plaire aux gouvernants des pays membres du G5 Sahel et à la France. Mais le problème qu'on a ici, ce n'est pas le problème de nos forces nationales, c'est-à-dire des pays qui participent au G5 Sahel. Nous, le problème qu'on a ici, avec les militaires français qui font partie de la force Barkhane, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On a d'abord fait une évaluation de la durée de la force Barkhane dans les 5 pays du G5 Sahel, plus particulièrement au Mali. Et on n'a pas vu un résultat proportionnel au déploiement des militaires en quantité et en qualité. Vous voyez un peu, quand vous essayez de voir tous ces contours, vous allez dire qu'il n'y a pas un résultat attendu. Vous voyez, le G5 Sahel, à travers les 5 pays, il n'y a pas une zone forestière que les djihadistes peuvent se cacher pour échapper au raid de G5, de forces Barkhane. Parce que les forces Barkhane est dotée des appareils de haute gamme. Et pourquoi cette force n'arrive même pas à faire face? Par contre, comme Kabir a dit, les contingents des 5 pays qui combattent aux côtés
des forces Barkhane font toujours mieux que la force Barkhane, il faut le dire. Grâce au contingent tchadien qu'on a stoppé l'avancée des djihadistes vers Bamako. Pour ça, vous ne pouvez pas quand même, ou la France ne peut pas nous dire que c'est grâce à elle que la colonne qui s'est dirigée vers Mali s'est arrêtée ou s'est stoppée. C'est faux. C'est faux. Et maintenant, de l'autre côté, il y a un investissement. Il y a un investissement chiffré. Et on ne voit pas en matière matérielle. Quand il faut parler de matériel, on ne voit pas. Donc, pour ça, ou dans ce sens, on ne peut pas dire qu'il y a des moyens, mais on n'a pas pu mettre à l'abri les pays de G5 Sahel face aux menaces terroristes. Pour les défis exactement présents. Les défis, l'armée française devrait se retirer. Pour nous, hein, surtout pour qu'elle est incapable. Et à cet effet, elle doit plier des bagages et laisser la place aux pays membres de G5 Sahel. C'était prévu et pourquoi ça tarde jusqu'à là? Si ça tarde, parce que c'est la France qui fait la supercherie. Elle dit quelque chose. Sous les lumières ou sous le feu de projecteurs des journalistes et en coulisses, elle appelle les dirigeants pour leur dire que non, on ne quitte pas, on reste. Et pour ça, c'est vous qui devez dire à l'opinion nationale, régionale et internationale que la force Barkhane est nécessaire pour nous. Vous voyez? N'a-t-elle pas d'autres objectifs voilà, c'est pourquoi il y a un agenda caché. La France prend tous ces 5 pays pour son ventre. Et là, la France devrait se dire qu'elle a échoué. Ouvertement, ce n'est pas une honte. Donc, le temps de supercherie est déjà révolu. Les gens ont déjà, ou surtout les jeunes de ces pays, de ces 5 pays de G5 Sahel, ont démasqué les forces françaises, que ce soit force spéciale, que ce soit Serval, que ce soit Barkhane. C'est déjà démasqué. Donc, il est temps que la France laisse l'attitude à ses armées guerriers de faire le travail que la France est venue faire. Elle n'a pas pu relever les défis. Mais ce n'est pas la France aussi, la France à elle seule qui est là-bas. Il y a d'autres forces aussi, il y a les États-Unis aussi qui... Oui, docteur. Aujourd'hui, s'il vous plaît, la force qui est visible sur le terrain, qui est médiatisée, reste toujours la France. La MISMA, elle est là, mais elle ne fait pas le même travail que la France fait. La France ne fait rien, mais elle parle trop. Elle est trop visible. Elle est au devant de la scène. Et même le travail qu'on dit que la France a fait, ce sont les forces de la sous-région G5 Sahel ou de la région G5 Sahel ont fait. Et elle prend ça pour son travail. Il faut le dire. Ok, nous donnons la parole maintenant au docteur Yacoub, maintenant après juste l'intervention de Abami, qui est catégoriquement contre la France, de l'implication de la France par rapport à l'opération Barkhane et autres. Maintenant, l'implication de la France est démise depuis la mise en œuvre donc, de cette force et du point de vue donc, sécuritaire et autres. Quels sont les défis aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que les objectifs et les résultats attendus, les indicateurs ont été bénéfiques du point de vue qualitatif et quantitatif, du point de vue sécuritaire et aussi du point de vue du développement? Partant de l'implication de la France, tout récemment au Mali, les jeunes se sont manifestés même pour le départ de la France. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui, la France joue un rôle non négligeable par rapport donc à ce qui s'est fait dans le G5 Sahel. Moi, je rejoins Dr Abami sur une partie de ce qu'il a dit, en disant que les forces françaises Barkhane ont échoué. Je suis tout à fait d'accord, mais moi je dis que c'est même le G5 qui a complètement échoué, y compris l'opération Barkhane. Parce qu'au moment où nous sommes, je parle de janvier-février, les experts ont relaté que 7 à 8 attaques par semaine des groupes terroristes se déroulent dans l'espace du G5 Sahel et plus particulièrement au Burkina Faso. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à travers ces sommets,
on cherche à avoir une autre stratégie de redéploiement des forces qui se trouvent dans l'espace de G5 Sahel, mais un redéploiement vers le nord, parce que actuellement les forces sont concentrées sur les triangles géographiques, mais les djihadistes se sont repliés en quelque sorte vers l'est du Burkina. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on pense pouvoir redéployer les forces pour tenter une dernière chance. Parce qu'il y a un échec. S'il n'y a pas un échec, ils ne pensent pas à redéployer les forces. En parlant de la Donc France... aujourd'hui, au moment où ils sont en train de discuter de tout cela, le périmètre pourrait s'élargir du côté du Sénégal, du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a deux aspects. En parlant de la France, malheureusement aujourd'hui il n'y a pas un porte-parole de la France qui peut vraiment s'exprimer mieux que nous sur cette affaire, mais d'une manière visible en tant que chercheur, moi j'ai dit que la France, sa position n'est pas très claire par rapport à l'opération Barkhane, parce qu'elle est entre l'enclume et le marteau, elle est dans l'embarras, elle ferme les yeux par rapport à ce qui se passe au niveau des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme, la corruption, les détournements, la malgouvernance. La France, on dirait qu'elle est obligée de fermer les yeux pour ne pas froisser ses partenaires et encourageant la percée des Russes, des Chinois, des Turcs qui sont déjà aux aguets pour investir cet espace. C'est pourquoi la position de la France ne paraît pas très claire. Elle est ambivalente. Quelquefois, on dit qu'elle veut des gages politiques et militaires, et c'est l'objectif dans ce sommet. La France, pour revoir sa position et son dispositif militaire, les redéploiements, des fois elle parle de redéploiement, des fois de retrait, des fois d'ajustement, des fois... Mais on trouve que la France n'est pas très claire dans sa position. Mais il faut comprendre que l'option militaire à elle seule n'a jamais résolu un problème. On peut prendre l'exemple des États-Unis d'Amérique, la plus grande nation militarisée en Afghanistan. Les anciens terroristes, aujourd'hui, sont devenus des amis des Américains. On les protège même. Donc, je me pose la question, pourquoi ne pas ouvrir des dialogues avec les groupes modérés? Et c'est valable aussi dans le lac Tchad, parce qu'un jour ou l'autre, on va ouvrir des dialogues. Pourquoi ne pas le faire, avoir le courage et le faire dès maintenant? Sur ces points aussi, la position de France n'est pas claire, parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas de négociations avec les terroristes. Au moment où elle a déjà négocié pour la libération des otages en donnant une grosse somme. Ça n'est pas à elle de vouloir négocier ou pas. La France, elle accompagne présentement tout ce qui s'est fait. Oui, mais sa position maintenant... La France, elle est un agent double. Elle est en même temps partenaire des États qui combattent les terroristes. Elle est aussi partenaire des djihadistes. Il faut le dire. Sa position maintenant est claire en disant qu'elle ne négocie pas. Et si la France refuse de négocier, aucun de ses partenaires ne peut hausser le ton et dire « je vais négocier ». Mais comme je l'ai dit, l'option militaire à elle seule n'a jamais résolu un problème, surtout en ce qui concerne le terrorisme. Il faut l'accompagner par des actes de prévention, comme les dialogues. Il faut avoir le courage de le dire, et dialoguer, ouvrir des négociations avec ceux qui sont modérés, pour pouvoir diviser les terroristes. Et en même temps, élaborer une stratégie pour encadrer notre jeunesse à partir des bas âges. Il ne faut pas attendre que nos enfants demain se radicalisent, soient extrémistes, pour chercher à les déradicaliser. Et c'est pourquoi, moi j'ai dit, il faut introduire dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles même, une sorte de matière d'encadrement de nos enfants à partir des bas âges, parce que le fait d'être différent sur le plan géographique, sur le plan social, politique, économique, etc., c'est une richesse en soi. Ce n'est pas un handicap, et il faut commencer à partir dès maintenant pour encadrer, inculquer à nos enfants cette richesse. Ça, c'est... Il y a un point très important. Il y a les choses.
comme j'ai dit, la gouvernance. Il y a une semaine, je vous ai dit déjà, docteur Bami, votre collègue qui est en mission avec nous, est venu dans mon bureau pour me dire que j'ai décidé demain d'aller avec toute ma famille, nous sommes 20, aller en Libye. Et je lui dis pourquoi? Il m'a dit, je trouve rien à Libye. Lui, son père, sa femme, sa maman, ses frères, ses sœurs, 20 personnes. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Donc comment on va essayer de réguler cet exil de la jeunesse? Docteur, excusez-moi, ce que le docteur dit revient toujours à jeter la faute à la France. Si aujourd'hui, ces pays subissent ces genres de problèmes, c'est grâce au soutien des Français à ce régime. Parce qu'il est difficile de comprendre pourquoi? Parce que la France a des intérêts pour continuer à soutenir ces régimes semi-démocratiques. Il faut le dire. Il est hors de question que ces pays disposent des ressources naturelles en abondance et leurs populations sont pauvres. Elles souffrent. Pourquoi? La malgouvernance de ces pays est un problème structurel soutenu par la France. Parce que la France avait déjà posé ses jalons depuis avant l'indépendance. Donc c'est devenu en quelque sorte une chasse gardée pour la France. Et la France ne veut pas perdre cette chasse gardée. Malgré avec la présence des puissances émergentes telles que la Chine, la Russie. Et là, la France est dans l'embarras. Et il y a ce qu'on appelle l'extension des zones d'influence des puissances émergentes dans le précaré français. Le G5 Sahel reste toujours un précaré français que la France ne veut pas qu'une autre force vienne contester. Quelle est la solution maintenant? La solution revient toujours au peuple de ces pays. À l'heure actuelle, il y a le risque d'extension du terrorisme jusqu'à le Bénin, la Côte d'Ivoire. Président, ces risques d'extension-là, c'est dû par rapport à la présence des forces Barkhane. Imaginez avant l'intervention des forces françaises dans cette zone, plus particulièrement au Mali, il n'y avait pas une telle montée en puissance de groupes djihadistes. Vous prenez le retrait donc de la Le retrait immédiat et spontané. C'est sur ça qu'on est là. Il est hors de question. Vous êtes là, vous dites que vous faites les ménages, les ménages. Et par contre, le groupe ne fait que devenir puissant. En tant que politologue, vous prenez le retrait de la force Barkhane. En tant que panafricain, politologue et panafricain dévolu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces chefs d'État qui sont dans le G5 Sahel et actuellement ils sont en train de discuter de toutes ces problématiques-là? Ce qui se passe à l'instant, vous prenez ce que nous proposons à nos chefs d'État qui se trouvent à l'instant T dans la salle du sommet, c'est d'écouter leur peuple. Parce que le peuple pleure. Les larmes de ce peuple ne font qu'écouler. Et la solution n'est pas d'écouter en faisant la solution n'est pas militaire. D'écouter pour faire des plaidoyers auprès de leur maître, la France. S'il vous plaît, quittez. Nos peuples sont fatigués de vous. Là, vous êtes au sommet stratégique. Le docteur tout à l'heure a parlé donc, des éléments du point de vue interventionniste. Il a parlé donc de la prévention, il a parlé donc de la lutte prévention. La prévention vient quelque chose en avant. En aval, pardon. Donnons la parole à Kébir. Pourquoi la France, on ne sait pas sa position? C'est une position interventionniste? Oh, c'est une position mainteniste? Il y a une position ambivalente, on n'arrive pas à comprendre. Vous ne comprenez, pour ça, retrait immédiat. Nous, on veut le retrait total de cette force en Afrique. Non, c'est clair. Pour vous, la France devrait donc sortir du jeu. Dès que la France se retire, vous verrez, on serait à l'abri de toutes ces menaces. Attendons de voir au sortir de ce sommet, la France, elle va se retirer ou pas? Mais il ne faut qu'écouter. D'accord. Le sommet n'a jamais répondu aux attentes des deux peuples. Prenons l'exemple de la lutte contre la pauvreté et de la famine. Ça fait 50 ans, 70 ans qu'on prétend lutter contre la pauvreté, contre la famine. On organise des réunions
des conférences, des ateliers, des séminaires, on dépense des milliards et le résultat aujourd'hui c'est quoi? On s'enfonce de plus en plus dans la famine et dans la pauvreté. Au lieu d'organiser des conférences qui n'amènent nulle part, il fallait investir cet argent pour diminuer ou baisser le nombre de chômeurs, par exemple, pour créer des emplois, hein, pour développer, pour construire une route. On n'a pas besoin de conférences, de réunions qui ne rapportent rien du tout, à part des communiqués qui ne partent nulle part. Les pays sont extrêmement riches en sous-sol et autres, et malheureusement, leur peuple souffre. Les richesses sont devenues le synonyme de malédiction. C'est clair en tant que politologue, on comprend. Maintenant, on va donner la parole à M. Kabir. Et par rapport à tout ce qui a été dit, le politologue a monopolisé la parole carrément. Et on sent très bien que c'est le politologue qui parle. Et il est contre la France, en tout cas c'est clair. Il faut que la France se retire. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ce qu'il a dit? Je ne suis pas dans cette francophobie primaire qui consiste à considérer la France est responsable de tous nos problèmes. Si on a un mot de tête, c'est la France qui est responsable. Si on mange mal, c'est la France qui est responsable. Si on n'a pas l'électricité, c'est la France qui est responsable. Si on gère mal nos pays, c'est la France qui est responsable. Je crois que nous devons sortir de cette caricature qui, je pense, que ne peut pas amener des solutions vraiment à nos problèmes. Demander aujourd'hui le retrait de la France dans les forces Barkhane, groupe G5 Sahel, je crois que c'est mal connaître la situation actuelle, c'est mal connaître aussi les défis sécuritaires que ces pays sont confrontés. Imaginez aujourd'hui quel pays de ces groupes de G5 Sahel dispose des moyens aériens, parce que combattre le terrorisme, combattre le groupe armé, c'est pas seulement les forces terrestres, mais il faut avoir aussi des forces aériennes. Aujourd'hui, quel pays de G5 dispose des moyens aériens pour la surveillance de toutes ces bandes des pays sahéliens? C'est plus de 5 millions de kilomètres carrés. Donc nous ne disposons pas de ces pays. Soyez un peu aussi réaliste par rapport vraiment à cette question. Et de deux, même pour nos forces terrestres. Là aussi, quels sont aussi les pays qui disposent des meilleurs équipements militaires suffisants pour faire face, lui seul, pour surveiller plus de 5 millions de kilomètres carrés? Aucun pays ne dispose de ça. Et aujourd'hui, même, regardez un pays comme le Niger. L'année passée, à chaque attaque, plusieurs soldats nigériens, maliens sont tués. Parfois, ils n'ont même pas les moyens même pour ressources humaines, c'est-à-dire que les moyens humains pour surveiller, pour avoir des informations, ils ne disposent pas. Donc, n'ayons pas, essayons être réalistes par rapport au problème actuel. Le retrait des forces françaises, c'est pas une bonne idée, c'est pas une solution pour faire face à ça. Mais nous demandons à ce que les moyens soient encore mutualisés davantage. Il faut que les pays concernés s'investissent davantage. La France n'est pas le gendarme de l'Afrique. La France n'est pas la police pour nous assurer notre sécurité, notre paix. D'abord, la question c'est quoi? Il y a une faillite même de l'élite africaine. Il y a même une faillite, pour ne pas dire, il y a une faiblesse même de nos États, pour ne pas dire la faillite de nos États. Et tout ça, c'est pas seulement la France qui est responsable. D'abord, c'est nous-mêmes. Nous sommes indépendants depuis 1960. Et on n'arrive pas à gérer nos États. On n'arrive pas à assurer la bonne démocratie. On n'arrive pas à assurer la bonne gouvernance. Même si le rôle de la France, dans certains cas, on peut comprendre. La France, par rapport à sa politique étrangère, peut intervenir pour défendre ses intérêts, ou bien c'est un régime. La France ne fait qu'empirer la situation. C'est grâce à elle que les choses n'avancent pas. Donc aujourd'hui, les forces vraiment de Barkhane doivent être mobilisées autour de 5 000 militaires. Aujourd'hui, la France a un peu plus 1500 à 2000 dans l'ensemble de ces pays. Donc, sans la présence ou bien sans le soutien de la France pour ces pays, je crois que la menace sera encore plus développée, l'instabilité sera beaucoup développée. Moi, je suis pas de nature pessimiste, mais soyons réalistes aujourd'hui par rapport à la situation actuelle. La France demeure un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme, l'instabilité de nos régions. Mais je crois que cela nous va servir de leçon pour que nous-mêmes, on va s'approprier vraiment avec des moyens efficaces pour lutter, pour assurer notre sécurité. La France, aujourd'hui,
participent, mais payent aussi de lourds tribut en termes coûts financiers, en termes aussi des morts de ces soldats. Et le gouvernement français aussi a des responsabilités devant aussi le peuple français. C'est avec l'argent du contribuable français qu'aujourd'hui l'armée française intervient dans nos États. Donc moi je ne propose pas un retrait immédiat de l'armée française dans l'opération du Barkhane, mais il faut que nos États aussi s'investissent de façon efficace. Nous avons nos responsabilités. Je vais finir. Votre point de vue, je vais laissez-moi finir. Faut pas nous voiler Laissez. Vous dites que vous êtes réaliste, alors que vous ne réalisez pas les faits réels. Laissez-moi finir. Si aujourd'hui, au Mali, vous trouvez un groupe djihadiste qui vient attaquer un poste de militaires en moto accompagné d'un véhicule blindé, alors que nos forces de défense et de sécurité n'arrivent même pas à en avoir. Aujourd'hui, je suis désolé. Ces véhicules blindés, mais d'où sortent ces véhicules blindés? Mali est un pays enclavé. Mali n'a pas un port. Le sujet n'est pas la France. Non, le sujet n'est pas la France. Mais lui, il a fait carrément d'évaluer les résultats. Il a dédouané la France. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Notre discussion, c'est autour d'évaluation du résultat du G5 Sahel, qui est créé en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Et au moment où il y a un sommet à N'Djamena, notre sujet, c'est l'évaluation. Ce n'est pas la France, c'est vrai. Docteur, qui est G5 Sahel? C'est la France. Il faut dire la vérité. Maintenant, la faille provient aussi de nos États. On en disconvient. La corruption, on est d'accord. Les détournements, d'accord. L'injustice, oui. Le non-respect des droits de l'homme, le chômage. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est la France? Non, il faut revenir vers directement la réalité. La France est impliquée dans ça de manière indirecte. Si la France ne soutient pas nos régimes qui se perpétuent au pouvoir depuis plus de 30 à 40 ans, on n'aurait pas tous ces problèmes. C'est la France qui fait à ce qu'on soit dans cette situation. La France a une part de responsabilité parce que pour ne pas faciliter la percée d'autres forces étrangères comme la Russie, la Chine, la Turquie, qui sont aux aguets, la France elle est dans l'embarras des choix. Elle est obligée soit de fermer la bouche en voyant ce qui se passe, les détournements, la corruption, les violations des droits de l'homme, l'absence de démocratie participative, ou bien taper les poings sur la table et faciliter la percée d'autres forces étrangères. Ça, c'est un sujet, on n'en disconvient pas. La France a une part de responsabilité. Grande part de responsabilité. Oui, d'accord, une grande part de responsabilité. On a vu en Côte d'Ivoire, on a vu en Guinée-Conakry. La France a dit qu'elle ne reconnaît pas les élections. Et en Côte d'Ivoire, elle dit qu'elle reconnaît. Et au Tchad, ceux qui sont là aujourd'hui dans la salle de ces sommets-là savent très bien s'ils sont au pouvoir, c'est grâce à la France. Et c'est le moment où jamais... Mais qu'est-ce qui mine la confiance entre nos États et les citoyens? Ce sont ces failles-là. Oui, c'est eux qui sont à renouveler leur confiance à la France. Je vais finir mon propos. Je n'ai pas fini. Kabila, s'il vous plaît, arrêtez de dévoiler la France. Je n'ai pas. Essayons aussi d'écouter l'autre quand il parle. On vous écoute. Voilà, donc vous avez le plein droit d'être contre la France, contre la portée étrangère de la France, c'est votre droit. Mais laissez-moi aussi ce droit de m'exprimer et aussi de présenter mes analyses et mes réflexions. Pas que la force de G5, c'est la machination de la France. On vous laisse la parole. Attendez, je ne pense pas que nous sommes dans un parlement panafricain. Voilà. De toute façon, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est de façon très simple. Il y a une faiblesse de nos États et, pour ne pas dire une faillite de nos États, de nos élites face vraiment aux problématiques, face aussi aux problèmes de développement de nos États. On ne peut pas, comme je viens de dire, on ne peut pas à chaque fois, quand on a un mot de tête, c'est la France qui est responsable. Quand on mange mal, c'est la France qui est responsable. Non, je ne suis pas dans cette francophobie primaire. Donc soyons réalistes et regardons les choses telles qui se présentent. La présence de l'armée française, pour le moment, c'est nécessaire et indispensable. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent
que la France doit avoir une présence permanente sur nos territoires. Mais par rapport au contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire la menace terroriste, il ne faut pas la minimiser, ne pas aussi sous-évaluer. On connaît très bien aujourd'hui les conséquences du terrorisme dans le Proche-Orient, en Irak. Je viens de parler de la chute du régime de Kadhafi. Et les conséquences qu'on a vues. Plus de 20 millions d'armes ont circulé dans ces pays. Si aujourd'hui on voit la circulation des armes dans le groupe du G5 Sahel, c'est aussi les conséquences de la guerre aussi en Irak. Donc il faut d'abord régler aussi, parmi les solutions, il faut rapidement aussi résoudre les problèmes libyens, le conflit en Libye, la guerre en Libye, il faut aussi résoudre parce que c'est une partie des terrorisme en Afrique aussi alimentée par ça. Et je reviens pour terminer aussi la question de gouvernance. La question de la lutte contre la pauvreté, la misère, tout ça, si on n'arrive pas à résoudre, combattre le terrorisme, le groupe djihadiste par les moyens militaires, c'est insuffisant. Donc, par rapport à ces sommets, il faut faire une évaluation de la situation et il faut aussi renforcer les moyens. Jusque maintenant, on parle de 5 000 soldats, mais c'est insuffisant quand vous allez voir la superficie de tous ces pays et nos États seuls n'arrivent pas. Ça, il faut le reconnaître. Nos États seuls ne peuvent pas vraiment combattre ou bien éradiquer ils ne sont pas préparés. Kabir, on ne peut pas éradiquer le terrorisme. On peut, non. Il y a des pays aussi en Afrique, même ailleurs, ils ont pu résoudre le problème du terrorisme. La Mauritanie, l'Algérie. J'ai rejoint aussi le docteur Ahmed. Il faut aussi entreprendre aussi parmi les solutions, les dialogues. Il faut aussi dialoguer aussi avec les autres. Ceux qui ont pris les armes, ce sont nos frères africains. Ce ne sont pas des gens qui sont venus du ciel. Ce ne sont pas des gens qui sont venus, je ne sais pas, de notre planète. Ce sont nos frères. Écoutons leur doléances. Qu'est-ce qu'ils revendiquent à travers pourquoi ils ont pris les armes? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Dialoguons avec eux. Si on a, à travers le dialogue, si on arrive à trouver des solutions, tant mieux que de gaspiller de l'argent, de gaspiller, je ne sais pas, des moyens financiers, laisser certains soldats mourir. Donc, le dialogue aussi doit faire partie intégrante des solutions. Et troisième point que je voudrais faire ça, aussi, ceux qui ont aussi déjà quitté la question de réinsertion des combattants ou bien des désengagés. Ça aussi, c'est un point. Comment il faut récupérer ça? Il faut comment les réinsérer dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Donc voilà autant de pistes qu'on peut vraiment résoudre ces problèmes. Et la question du terrorisme, comme nous venons de dire, pour finir, d'abord, c'est un phénomène mondial. Et malheureusement, les États du groupe G5 Sahel, c'est devenu aujourd'hui le ventre mou vraiment du terrorisme parce qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans nos États qui ont aussi développé. Merci. Permettez-moi de recadrer un peu. Oui, vous allez ajouter, mais on est d'accord. Une minute. Donnez la parole au docteur et après une minute. Avant qu'il passe, il faut qu'on réveille un peu. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Quelques secondes. Il a évoqué l'aspect de désengagé. Ça, c'est très important. Et ça explique combien nos États ne sont pas responsables. On a par exemple environ, fin 2021, il y aura environ 7000 désengagés des hommes et des femmes qui ont déposé des armes et qui a dit les désengagés. L'aspect des désengagés, ça c'est très important et ça explique combien de fois nos États ne sont pas responsables. Jusqu'en fin 2021, on aura au total environ 7000 désengagés, femmes et hommes, dans le bassin du lac Tchad et qui attendent toujours la réinsertion socio-professionnelle. Le centre a fait le travail et a fait le profiling et jusqu'à là, les États membres du bassin du lac. Revenons à ce que Kabir vient de dire. Il a parlé des désengagés, surtout les désengagés de Boko Haram. Il y aura jusqu'à fin 2021 un nombre important qui vient s'ajouter au nombre existant. Il y aura environ 7000 désengagés et là, ça explique l'irresponsabilité de nos États membres du bassin du lac Tchad qui n'arrivent pas à prioriser cet aspect. Ces gens attendent une réinsertion socio-professionnelle. Et le centre a fait ce qu'est un partenaire très important des États membres du bassin du lac Tchad, a fait déjà le travail et invite ces États à prendre en charge la réinsertion socio-professionnelle. Ce sont des jeunes femmes, des jeunes hommes qui risquent de se disperser parce qu'aux dernières nouvelles, on a appris qu'environ 200 personnes ont pris le chemin de la Libye. Parce qu'il n'y a pas de perspective. Ils partent en Libye maintenant pour faire quoi? Est-ce que pour
prêter allégeance aux autres groupuscules terroristes qui sont sur place, ou bien pour chercher du travail, ou bien pour prendre la mer pour... ils s'intéressent à l'Europe. Là, c'est un aspect très très important. Et aujourd'hui, on lance un appel à nos États qui ne respectent pas et qui ne donnent même pas d'importance à la société civile. Ils ne donnent pas d'importance à la recherche. Ces centres-là, les centres d'études et de recherche, ça fait 3 ans et aucune aide, aucun soutien, aucune contribution d'un État membre du bassin du lac Tchad. Et ça, c'est une honte parce que la recherche n'est pas importante pour nos chefs d'État. La société civile n'est pas importante pour nos chefs d'État. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Il faut qu'on implique la société civile. Il faut qu'on implique la recherche et les chercheurs. Et je vous remercie. Où le sommet est en train d'être organisé dans la capitale du Tchad, plus précisément à N'Djamena. Nous étions en train de discuter des enjeux, des perspectives et même des défis en quelque sorte du G5 Sahel. Nous avons eu l'honneur de discuter donc de cela avec Dr Ahmad Yacoub Dabio, qui est le président du CDPE, le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, qui sont en train de faire un excellent travail dans la réinsertion sociale des engagés de Boko Haram dans la zone du lac Tchad. Et on a eu aussi Abami Abdou Omar, qui est politologue, qui est chercheur associé au CDPE, et Monsieur Mohamed Kabir, qui est économiste et chercheur aussi associé au CDPE. Ce fait, au moment où les activités et les échanges sont en train de dérouler, nous étions en train de discuter donc de ces grands enjeux concernant la politique sécuritaire et du développement donc de la sous-région, la région que partagent les pays donc du G5 Sahel. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour pouvoir discuter de l'après donc de ce sommet, pour voir exactement quelles sont les perspectives, quels sont les engagements et quelles sont les recommandations qui ont été prises en compte au sortir de ce sommet. Nous vous souhaitons un très bon sommet et suivez l'actualité de sommet. Et très rapidement sur les antennes de Al-Huda, nous parlerons des recommandations qui vont être prises au sortir de ce sommet. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite.